Aujourd'hui, c'est la question d'alcool. On espère que vous êtes avec nous et que vous allez vraiment nous envoyer vos questions parce que vous savez que nous sommes soumis à vos questions. Des fois, les invités, bon, ça les fatigue un peu, mais bon, il faut quand même qu'on puisse poser des questions qui viennent des téléspectateurs. Et donc, les téléspectateurs jouent le jeu. C'est ce qui nous fait plaisir. Les téléspectateurs jouent totalement le jeu. On aimerait vraiment saluer un des téléspectateurs qui nous envoie chaque fois des questions. La majeure partie des questions que nous posons sur le plateau émanent des téléspectateurs. C'est ça la particularité de la matinale. Alors, j'aimerais saluer M. Ulrich Cobon. Il est directeur d'école du côté de Maferré. Il nous suit tous les matins et puis toute la famille de followers avec Marius Théan qui nous envoie aussi des questions qui touchent bien sûr à la proximité des populations. Bonjour docteur. Bonjour Marcelin. Comment ça va? Bien réveillé? Oui, ça va bien. Ça va bien, la santé, ça va? Oui, ça va bien. Alors nous allons parler de l'alcool. L'alcool. L'historique de l'alcool. L'alcool, on raconte l'histoire de cette femme en Mésopotamie, actuellement c'est en Irak je crois, qui a mis une bouillie de céréales au feu, au bord d'un fleuve. Et elle est partie se promener, enfin elle allait vaquer à d'autres occupations. Et en venant, ça va fermenter. Ça va fermenter en y ajoutant un peu d'eau. C'était là la première bière qui vient de Mésopotamie. Merci pour l'information. Ah mais oui, mais j'ai cherché, parce que franchement, je me dis, quand il est là, il faut chercher, pour ne pas dire n'importe quoi. Et le mot alcool est un mot qui vient, tenez-vous bien, des Arabes. Il y avait l'alambic et puis le col, c'est ce qu'on appelle le calé, pour mettre dans les yeux, là, pour les phares donc pour les yeux, pour les femmes qui étaient dans les harems. Et c'est comme ça que ça donnait alcool. C'est bon? J'ai bien révisé mes cours? Très bien. Alors, c'est quoi l'alcool selon vous? Les propriétés de l'alcool, les propriétés chimiques? Bon, l'alcool, il s'évapore très vite. Alors, il faut dire que l'alcool aussi, il est obtenu surtout, généralement, c'est à partir de la fermentation du sucre. Donc, on peut avoir l'alcool à partir de plusieurs produits. On peut avoir l'alcool à partir de plusieurs produits. Il suffit que ce produit contienne du sucre, qu'il soit en contact avec les levures, que se mette à fermenter. Donc on peut avoir l'alcool de sucre simple, comme l'alcool de papaye, comme l'alcool de raisin, ce que nous appelons le vin, comme l'alcool de cacao. Ayant seulement une source de sucre en contact avec des levures et directement, le processus de fermentation se met en place de manière naturelle. Et l'éthanol dont vous ne parlez pas? L'éthanol, c'est l'alcool. Alors, généralement, lorsqu'on fait des fermentations, on obtient des produits, notamment l'éthanol, qui est ce qu'on appelle l'alcool éthylique, ce qu'on appelle aussi l'alcool de bouche, ce que nous consommons, l'alcool de bouche. Et il y a un autre alcool qui n'est pas bon, l'alcool méthylique, qui est toxique. Mais généralement, lorsque le processus de fermentation s'enclenche, on retrouve les deux types d'alcool dans le produit final. C'est-à-dire que lorsque une personne commence à fermenter un sucre, par exemple, moi j'ai fait la fermentation de l'eau de cacao. Dans les champs de cacao, on a les jus de cacao, le blanc qui sort là. J'ai fermenté. À la fin, on a trouvé de l'alcool. Mais on a trouvé, quand on dit l'alcool, il y a l'alcool de bouche, l'alcool éthylique, l'éthanol, et l'alcool toxique, le méthanol. Donc dans le produit final, on a les deux types d'alcool que normalement le professionnel doit pouvoir séparer parce que l'alcool, le méthanol, il est toxique. Et souvent, c'est ce qui entraîne un peu souvent les cas d'intoxication parce qu'on n'arrive pas à séparer le bon alcool et le mauvais alcool. Voilà, donc les deux alcools existent dans le produit final qu'il faudra séparer pour ne pas consommer les deux. Ok. Toutes les informations, tout ce que vous voulez savoir, mesdames et messieurs, sur l'alcool, c'est dans un instant dans Matin Bonheur en ce jeudi, parce que le jeudi, nous prenons soin de votre santé. Alors, on parle de tout ce qui s'arrive, tout ce qui gravite autour de la santé. L'alcool, on va parler aussi du kutuku, du bangui. Qu'est-ce qu'on appelle l'alcool? Et puis, à quel moment on doit faire attention par rapport à l'alcool, tout ça, les propriétés toxiques, les propriétés chimiques, tout ça. On va revenir là-dessus avec notre spécialiste bien nommé, Dr Envo. Matin Bonheur, on se retrouve juste après la pub. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains.
C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Alors, parlons, mesdames et messieurs, des propriétés de l'alcool. Il y a les propriétés physiques, les propriétés toxiques, les propriétés psychotropes et puis aussi les propriétés addictives. On va commencer par les propriétés physiques avec vous, docteur. On dit que c'est un liquide, incolore, saveur brûlante, miscible dans l'eau, c'est ça? Bien sûr, effectivement, on peut le mélanger, mais quand même, et lorsqu'il ne se mélange pas totalement, puisque la densité de l'alcool est plus faible que celle de l'eau. Alors, puis l'alcool aussi s'évapore rapidement et il est rapidement inflammable. Donc, on fait beaucoup attention aux produits riches en alcool, notamment le vodka, où on peut mettre du feu, on peut mettre de l'alcool, voilà, la vodka, on peut mettre du feu et puis ça peut, voilà, prendre... Ça peut on dit que l'alcool, c'est plus léger que l'eau, c'est vrai? Non, c'est la densité, effectivement. Ah ouais? Voilà, on vérifie la densité d'un produit par rapport à l'eau pour voir si on le mélange à l'eau, est-ce qu'il sera au-dessus de l'eau ou bien il sera en dessous de l'eau. Donc, c'est par rapport à la densité de... Plus un produit est léger, plus la densité est faible. Donc, il ne se mélange pas à l'eau. Alors, et si on parlait aussi des propriétés toxiques de l'alcool, les propriétés toxiques? Oui, l'alcool peut se révéler toxique selon la quantité que l'on peut consommer. Alors, donc, on peut avoir des valeurs, on dit par exemple que lorsqu'on dépasse par exemple en dessous de 0,7 g d'alcool dans le sang, l'homme peut supporter. Entre 0,7 g et 2 g, alors on passe un peu, au-delà de 0,7, on passe à la phase d'excitation. Donc on dit beaucoup de choses, on bouge beaucoup. Et au-delà de 2 g, alors on passe à la phase d'endormissement. Et puis plus de 3 g d'alcool dans le sang, alors ça peut faire un coma alcoolique très dangereux. Un coma éthylique, comme on dit. Voilà. On va revenir là-dessus. Alors, on dit que l'alcool expose l'organisme à des atteintes de tous les systèmes, notamment hépatiques, nerveux et cardiovasculaires. On va commencer par hépatique. Bien sûr, parce qu'il faut dire que lorsque nous consommons l'alcool, il passe dans le sang et le foie doit le digérer. Le foie doit le digérer. Alors, il y a une enzyme qu'on appelle la catalase. La catalase, c'est une enzyme qui normalement vient pour découper l'alcool. Donc, mais c'est une enzyme, on dit que l'enzyme, elle est aveugle. Donc, en cherchant à couper les cellules de l'alcool, souvent, elle coupe même les cellules hépatiques. D'où souvent l'origine même de la cirrhose. Vous voyez un peu les gens qui font la cirrhose de foie. Le foie est tout simplement, les cellules se sont connectées. Donc, on arrive, au lieu d'une petite cellule, on voit une grosse cellule comme ça parce que les parties sont coupées par cette enzyme-là, la catalase. Voilà, c'est un peu ça. Il faut réduire, et ça arrive généralement à ceux qui consomment régulièrement l'alcool parce que chaque fois, cette enzyme est en activité. Ça, c'est au niveau hépatique. Voilà, et au niveau nerveux? Bien sûr que ça ajoute sur les nerfs, ça fait vieillir les nerfs. Ça fait vieillir les nerfs. L'alcool fait vieillir les nerfs. Dites ça bien, parce que tout le monde regarde. Bien sûr, ça fait vieillir les nerfs. Ça donne l'aspect de quelqu'un qui est vieux, qui est un peu bouffi, etc. Ah bon? Oui. Ça, c'est quand on boit trop d'alcool. Oui, mais quand c'est régulier. Genre, on dit qu'il est plus vieux que son âge, c'est ça? Il fait vieux que son âge, c'est ça? C'est ce qui arrive à ceux qui consomment beaucoup. Voilà, faisons beaucoup attention. Bon, ça c'était au niveau nerveux, au niveau des nerfs. Et au niveau cardiovasculaire maintenant? Bien sûr, l'alcool peut toucher les nerfs puisque ça va jouer un peu sur le volume et la densité du sang. Et la densité du sang. Et là, lorsque le cœur sera en train de pousser le sang, alors vous allez voir que l'activité cardiaque va beaucoup varier. Ça va beaucoup changer. Donc, il y aura des arythmies, tachycardie, bronchocardie. Du fait que la densité déjà du sang et dans l'alcool du sang varie, alors l'activité cardiaque varie également. Donc, bon, ça, les cardiologues sont bien placés pour donner un peu ces différences. Vous travaillez régulièrement avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent relativement à l'alcool? Quand vous devez établir, par exemple, des régimes, est-ce que vous permettez, par exemple, qu'un de vos patients puisse au moins boire un verre de vin à table? Déjà, ça, c'est pas déconseillé. C'est pas déconseillé, c'est l'excès. Et généralement, lorsque nous commençons dans les pays chauds, on peut conseiller un verre d'alcool, un verre de vin, mais c'est du bon vin. C'est du bon vin, pas du vin. C'est quoi le bon vin?
Le bon vin, c'est le produit ce qui est obtenu, c'est un produit d'une fermentation où on a un taux d'alcool acceptable, mais qui ne contient pas de sucre. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de vin, beaucoup de gens fabriquent du vin, et on a du vin sucré, du vin moelleux, du vin doux, etc. Alors, nous, on parle du vin rouge. Ah, on parle du vin rouge. Voilà, ça, c'est bon pour la santé. Ah, c'est bon le vin rouge qui est bon pour la santé. Le vin rouge a une consommation vraiment modérée. C'est-à-dire, c'est là où les téléspectateurs vous attendent. Le vin, il paraît que. Vous savez, les gens disent des choses, hein, qu'un homme peut boire au moins 4 bouteilles de vin à table, que la femme, c'est 2 ou 3. Vrai ou faux? Bouteille ou bien verre? Et de verre de vin. Alors non, ce que je dis à mes patients, c'est que comme nous sommes dans un pays chaud, il fait chaud, on va se résumer à 2 verres. 1 verre, 2 verres, c'est bon. Pour l'homme ou pour la femme ou pour tout le monde? Non, pour l'homme. Dans les pays où il fait froid, on peut aller au-delà. Mais nous sommes dans zone température élevée. Non, mais si on voyage, on peut faire comme les autres. Là-bas, ok. Là-bas, tant mieux. Mais si on est ici chez nous... Voilà, limitons-nous à 1 verre, 2 verres par jour. Je pense que c'est... C'est-à-dire là, à midi, je vais manger, je prends quoi? Un verre, voilà. Un verre, 2 verres. Mais quel verre? Parce que mon réalisateur m'ont discuté quel genre de verre? Parce qu'il y a verre et verre. Généralement, nous avons des verres de 250 ml, 200-250 ml. Qu'est-ce qui est homologué par le nutritionniste que vous êtes? Mais lorsqu'on prend du vin, là, c'est dans les coupes, donc on ne remplit pas. Donc, docteur, il y a des coupes et il y a des coupes. Hein. Moi, j'ai vu des coupes qui font la bouteille, qui font pratiquement la bouteille. Non, mais on ne remplit pas. On ne remplit pas ces coupes-là. Généralement, c'est en dessous, ça montre la classe de la personne. Alors, comment on boit le vin? Après avoir mangé, pendant le repas ou bien avant? Généralement, il n'est pas conseillé de prendre l'alcool à sec. Donc, on le prend au cours du repas. Au cours du repas pour faciliter la digestion. Au cours du repas. Au cours du repas, il est plus intéressant. Docteur, ça c'est ce qui est homologué. Mais et nos vins aussi? On a nos vins en Afrique. Le vin de palme, par exemple, ça contient de l'alcool. Oui, alors, quelle est sa place par rapport au vin dit officiel? Alors, le vin de palme est issu d'une fermentation, ce qu'on appelle naturelle. C'est-à-dire que, voilà, continue, et ça a été fait à partir des levures contenues dans le palmier. Mais ce vin-là, il contient à la fois de l'alcool, mais aussi il a un taux de sucre très élevé. Il a un taux de sucre. C'est ce qu'on voit là. Merci beaucoup à notre réalisateur de nous mettre ça à l'antenne. Cette très belle image là de notre palmier qui produit donc le vin. C'est très élevé en sucre, c'est ça? Il est très élevé et son taux de sucre varie en fonction de la durée de la fermentation. Au départ, vous allez voir que ce vin il est très très sucré. Il est très sucré et le taux d'alcool est très faible, donc il est très ce que les femmes aiment beaucoup. Au fur et à mesure, ça le bandit des femmes. Voilà, parce que le taux d'alcool est très faible et le taux de sucre est élevé. Et le bandit amer, il y a un bandit amer aussi. Voilà, c'est au fur et à mesure. C'est l'Annie qui parle. Au fur et à mesure que les jours passent, ce sucre est transformé en alcool. Donc on observe ici, il y a une diminution du taux de sucre, il y a une élévation du taux d'alcool. Et ce alcool est sec, il est dur. Généralement, les hommes aiment beaucoup ça quand c'est dur. Alors, question, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon pour la santé? Qu'est-ce qui n'est pas bon entre le bandit masculin et le bandit féminin, guillemets? Non, il faut faire le bandit masculin parce que il faut faire attention au sucre. Dans le bandit des femmes, il y a beaucoup plus de sucre. Il y a beaucoup de sucre. Et Abidjan ici, regardez comment c'est joli. Voilà. Jacques Bourg, montrez-nous. Pourquoi vous ne nous montrez pas l'image du... Quand il s'agissait du vin normal... Non, l'image d'avant, là. L'image d'avant, c'est très tôt le matin. Et on dit que ce qui sort premier du bangui, c'est un poison. C'est vrai, je ne sais pas. Non, ça c'est dans le cas du koutoukou. Ça, c'est dans le cas du... Non, parlons du bangui. Parlons du bangui. Il y a le premier, là. Le premier bangui qui n'est pas bon, qu'on ne boit pas. Il paraît que c'est du poison. Je ne sais pas si c'est... Bon. Ça a peut-être un rapport avec les différents types d'alcool. Comme moi, je ne bois pas. Je n'ai jamais bu. Peut-être que c'est... Je ne sais pas de quoi... En fait, voilà, je vais dire que... Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que il y a à Abidjan ici, le bangui que les gens nous vendent ici, de faire beaucoup attention parce qu'il est rempli de sucre. Ah. Voilà, ce n'est pas le bangui que nous avons au village où c'est obtenu à partir du bangui et du palmier. Ici, on prend ce même bangui et puis les gens ajoutent du sucre, de sorte que le taux de sucre est tellement élevé et c'est très très dangereux pour ceux qui doivent contrôler leur consommation en sucre. Attention, mesdames et messieurs, il y a bangui et bangui. Le bon bangui, c'est au village. Voilà. Et puis surtout, c'est frais le matin quand on le prend comme ça. Voilà. Enfin, pour ceux qui boivent. Okay. Alors, dites-nous, docteur. On a le vin de palme, le chapalo aussi. Voilà, il y a le vin de palme. Ça, c'est le bangui, on en a parlé. Oui. On a le chapalo aussi pour nos amis qui sont Lobby, voilà, un peu ça, voilà, etc. Voilà, ça, salut mes amis, côté de Katiola, voilà, ça c'est à partir du 1000.
à partir du mil qu'on fait le chapalo. Il est intéressant de donner chaque fois le nom et l'origine. Voilà, donc lorsqu'on parle du chapalo, on parle du mil. Lorsqu'on parle, par exemple, du banji, on parle du vin de palme. Quand on parle du saké, chez les Chinois... C'est le chapalo. La bonne dame est en train de le confectionner. C'est voici le chapalo. Voilà, le chapalo. Voilà, le chapalo. Qu'on retrouve aussi au Burkina Faso, dans bon nombre de pays africains. Donc, on a ces différents accompagné d'une bonne viande de porc, pour certains. On a ces différents produits-là que, voilà, donc, selon l'origine, on détermine les différents types d'alcool. Soit, c'est le saké. Le saké, c'est l'alcool obtenu à partir du riz. Du riz, ça, c'est les Japonais. Les Japonais, voilà. Donc, c'est un peu ça, nous avons. Donc, dans tous les cas, lorsque nous avons une source de sucre, il suffit de mettre une batterie et la fermentation s'enclenche tout seul. D'accord. Et si on parlait aussi du kutuku? Parce que vraiment, le kutuku, scientifiquement même, c'est quoi son nom, le kutuku? Comment on appelle ça scientifiquement? Le kutuku, c'est de l'alcool pur. C'est de l'alcool pur. C'est de l'alcool pur. Voilà, l'alcool pur. Mais bon, quand il dit pur, c'est un guillemets. Parce que lorsqu'on voit un peu les conditions dans lesquelles ça a été fait, ça a été produit, alors on va douter un peu que la pureté est un guillemets. Parce que voilà, les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Et puis encore, dans quelles conditions il s'est fabriqué. Vous voyez, souvent, on les fabrique dans les barriques où on a de la rouille, de sorte que souvent, quand le produit final arrive, lorsqu'on dose, on peut trouver souvent des oxydes de fer. Donc souvent, ce n'est pas trop pur. Donc le kutuku, c'est un produit obtenu après distillation du banji. Le kutuku est obtenu après distillation du banji. C'est-à-dire que d'abord, la première étape de la fabrication du kutuku, c'est la fermentation du vin de palme, donc du sucre de palme. Donc, on a le palmier qui va produire du vin de palme. Lorsqu'on a le vin de palme, alors les fabricants vont soumettre ce vin-là de palme à une fermentation bien poussée. Bien poussé, on n'arrive même plus à boire, tellement le taux d'alcool est très élevé. Et alors, on va se mettre à une distillation, c'est-à-dire qu'on va élever la température. Alors, comment ça se fait? Dans les pays développés où on fabrique du vin, il y a des appareils qui permettent de calibrer. Tout à l'heure, je disais que lorsque, à l'issue de la fermentation alcoolique, on obtient différents types d'alcool, notamment l'alcool éthylique, l'alcool de bouche et l'alcool méthylique, l'alcool toxique, donc le diesel, là, ce qu'on prend pour mettre dans les carburants aujourd'hui. Alors, cet alcool-là, il est toxique. Parce que souvent, ça s'appelle le premier degré. Donc, dans les pays développés où les moyens sont là, on arrive à séparer les deux types d'alcool. Puisque le premier alcool, l'alcool méthylique, celui qui est toxique, il s'évapore à 65 degrés, à 69 degrés. Voilà, à 69 degrés, à 65 degrés. Voilà, vous voyez un peu? Alors, il s'évapore à 65 degrés. Et l'alcool de bouche s'évapore à 79 degrés. Et normalement, on doit calibrer d'abord le thermostat à cette température-là pour évacuer d'abord le premier alcool qui est toxique. D'abord, c'est comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on, à l'issue de la fermentation, élimination, il y a un qui n'est pas bon. Oui. Celui qui est à 65 degrés, il est toxique, il n'est pas bon. Okay. Et c'est celui qui est à 79 degrés qu'on peut boire. C'est l'alcool de bouche qu'on peut boire. Mais comme ici, dans notre région, les personnes n'ont pas les moyens, donc ils fermentent tout en même temps. Quand ils fermentent tout, alors on se retrouve dans le produit final avec des deux types d'alcool. L'alcool qui est toxique, le méthanol, et l'alcool de bouche. De sorte qu'aujourd'hui, on assiste à beaucoup de cas d'intoxication dans ce que nous voyons. Voilà. Lorsqu'on voit un peu des cas d'intoxication un peu dans les régions, on dit qu'ils ont bu, ils sont morts après du coup. Généralement, voici l'origine. Mais il y a des gens, notamment du côté d'Adiaké, d'Assini, tout ça, qui soutiennent qu'il y a du bon kutuku bien fait. Par exemple, il y a le kutuku de rognier, kutuku de palmier, je ne sais pas, vous savez ça? Oui, effectivement, voilà. Non, quelle que soit la source de sucre. Est-ce qu'il peut y avoir du bon kutuku? Parce que parfois, c'est ajouté à des médicaments, à des racines, qui peuvent faire du bien, qui peuvent soigner. Donc, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu ce côté-là. Non, je disais qu'à l'issue de la fermentation, on a deux types d'alcool. Il y a un qui est toxique, il y a un qui est bon. Okay. L'alcool éthylique, l'alcool de bouche, ce qu'on boit, et l'alcool méthylique qui est toxique. Donc il faut qu'on arrive à séparer les deux lors de la distillation. Et c'est parce que ces personnes qui font cette distillation n'ont pas les moyens de calibrer, bien séparer. D'abord à 65 degrés et puis à 79 degrés, souvent ils font tout en même temps. Ils élèvent la température, alors les deux types d'alcool sont distillés et on se retrouve à la fin. Mais si vraiment les conditions d'hygiène, avec l'expérience des parents, si vraiment les conditions de distillation sont bien maîtrisées, ils arrivent d'abord à éliminer d'abord d'un premier temps l'alcool méthylique. Voilà. D'abord ils l'évacuent et après maintenant ils font une fermentation
autour de 80 degrés pour obtenir l'alcool éthylique. Donc ça, c'est l'alcool pur. Lorsque c'est obtenu, alors, quelle que soit la source de l'alcool, si c'est du rognier, c'est du bangui, etc., alors on peut avoir de l'alcool pur. Mais là encore, ça c'est le côté alcool. Dans quelles conditions un peu la distillation a été faite? Si vraiment ça a été fait dans les barriques où on trouve encore les traces de fer, les traces de rouille, vous allez voir que cet alcool qui sort là n'est pas, puisqu'il contient encore des traces de rouille. Et la rouille, c'est toxique. Les toxiques, donc c'est un peu ça. Sinon, si ces conditions sont respectées, qu'on a l'alcool pur, alors l'alcool est un bon extracteur. C'est-à-dire que lorsqu'on a un produit dont on veut extraire, par exemple, le principe actif, alors c'est comme ça que les parents mettent l'alcool dans une bouteille et puis mettent les racines, de sorte que l'alcool puisse extraire le principe actif de certaines racines. Alors, c'est pour vous dire aussi, docteur, que contrairement au fait que nos parents n'ont pas tous les éprouvettes, tout ça pour séparer, tout le matos, ils avaient le génie. Mais ils ont ce génie-là. Bien sûr, ils avaient ce qui fait que génie-là. parfois, on peut trouver aussi du koutoukou, ce qu'on appelle koutoukou, mais de très bonne qualité. Effectivement. Très bonne qualité. Ça se vend en supermarché. Ça se vend, voilà, qui se vend en supermarché. Effectivement, lorsque moi j'ai envie de prendre, par exemple, de l'alcool, du koutoukou, sur ce genre-là, soit je pense à des liqueurs pures, de la liqueur, ou bien carrément, si j'ai envie de revenir un peu au village, comme je dis, je vais en supermarché, on trouve du koutoukou pur. Et généralement, moi je le prends, moi je le prends souvent, lorsque je prends le koutoukou, je le prends avec un mélange. Je prends par exemple, voici ma préparation personnelle, je fais comme ça. Je vais donner pour moi aussi après. Voici comment je fais le mien. Alors moi, vous savez que... Mesdames et messieurs, confession d'un docteur qui voit du koutoukou, oui, allez-y. Ouais, est-ce que moi je fais ça? Non, je prends mon koutoukou d'abord en supermarché, il est pur. D'abord, je le prends en supermarché, il est pur. D'accord. Mais comment je le prends pas sec. Voilà comment je le prends. Je le prends comme ça. Je prends par exemple, vous savez que le cacao est très riche en polyphénol. Le cacao a un pouvoir antioxydant très élevé. Absolument. Donc je le prends généralement, je prends la poudre de cacao qu'on vend en supermarché et moi je le mets dans mon koutoukou. Je laisse un jour, 2 jours. Et au réfrigérateur? Non, je le laisse là, je le laisse à température ambiante. Je le mets dedans, je le mets là, 2 à 3 cuillères dans 1 litre. Je le garde 2 jours, 3 jours après. Je pense que l'alcool a extrait le principe actif et c'est comme ça que je le consomme. Donc je fais alcool plus polyphénol. Et ça rajeunit, ça reste jeune, on reste jeune. Alors moi je vous dis, j'espère que c'est licite. Quand 2 amis, c'est tout. Quand 2 amis se retrouvent sur un plateau. Okay, non, en fait, moi c'est le kiwi. Je découpe le kiwi en dés avec de la limonade. Et puis j'ajoute aussi un peu de koutoukou dans une bouteille avec des glaçons et enfin que je mets tout au réfrigérateur et je bois le lendemain. Et l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Non, c'est pas bon. C'est bon, quoi. Non, mais on ne sentira jamais si docteur on voit qu'il a bu de l'alcool, qu'il est saoulé. Ça se saoulé. Avec modération. Voilà. Mais il ne faut pas avoir honte du koutoukou, c'est pas. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent non, koutoukou, non, mais le koutoukou, c'est. Non, c'est souvent les conditions. Si on reste des conditions d'hygiène de fermentation et puis de distillation, je pense que voilà. Mais qui est là-bas pour vérifier, pour savoir aussi si c'est respecté? Bon, on va compter sur le Parce que les koutoukou qui sont au bord des rails, ils sont partout aussi là. Vraiment, heureusement que nos amis de la police font un travail vraiment remarquable pour nous nettoyer tous ces endroits-là. Voilà, effectivement, parce que les conditions d'hygiène, vraiment, il y a l'alcool même qui est toxique, mais les conditions, comme je vous ai dit, là, le fer et la barrique, de la rouille, c'est de la rouille qui se retrouve dedans. On ne le sent pas, le consommateur ne le voit pas, mais souvent c'est de la rouille qui se retrouve dans ce koutoukou-là. Docteur, une question. Voilà, ce qui passe à l'antenne, là, les racines, les fameuses racines qu'on vend au bord des routes, quand on va à Sini, à la plage, un peu partout, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les racines où on met du koutoukou comme ça, est-ce que c'est bon pour la santé? D'aucuns disent que c'est très, très dangereux pour les reins. Info ou intox? Ah, ça peut se retrouver dangereux, ça dépend du produit utilisé. Puisque on ne connaît pas l'origine de ces racines-là, on ne connaît pas c'est de quel bois, mais si on peut se référer à ce que nos parents ont consommé depuis longtemps. Il y en a qui ne jugent que par ça. Oui, bon, voilà, c'est à leur risque, hein, si c'est bon, ils en prennent. Moi, je connais... Donc, pour vous, c'est pas bon? Moi, je ne connais pas l'origine de ces racines. Bon, au cas où, par exemple, un ancien vous prend, il s'en va prendre l'écorce d'un arbre, tout ça, il vous donne les propriétés de l'arbre, et il vient, il découpe ça, on écrase, on en tire les racines, et on y ajoute de l'alcool, du koutoukou. J'ai fait plusieurs expériences avec, et lorsque j'avais le palu, cette sensation de palu, il y a des amis qui ont pris des écorces d'un arbre, ils ont coupé le bangui, ils ont laissé macérer pendant des heures et j'ai bu, apparemment ça allait.
Voilà, mais bon, quand je ne connais pas l'origine, vraiment, je doute et je consomme rarement ce genre de produits. Alors, terminons avec ce qui vous concerne, concernant le cacao. Vous êtes l'auteur d'une magnifique étude sur l'alcool de cacao. Oui, le cacao, alors, pouvez-vous nous en dire 2 mots avant la fin? Alors, je vais dire que voici un produit qui est mal utilisé. Lorsque le planteur produit le cacao, il y a la fève qui est utilisée, mais lorsque la fève est entassée, il y a l'eau, il y a ce qu'on appelle le jus de mucilage de la fève de cacao qui sort. Et lorsque j'ai fait le calcul, on peut se retrouver à plus de 1 million de litres de cacao qui est déversé. Ah ouais. Plus d'1 million, plus d'1 million. Alors on se dit par exemple que si, je donne l'idée, si par exemple les autorités chargées de la gestion du cacao pouvaient faire l'effort dans ce sens, c'est-à-dire que recueillir les jus de cacao, on les recueille et on crée des centres de distillation dans les différentes zones de production du cacao. Vous allez voir que en plus de la fève qui est vendue, le planteur pourra vendre aussi l'eau de cacao. C'est-à-dire qu'on se dit par exemple que vous nous donnez 1 litre de cacao, de le cacao à 50 francs. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que lorsqu'on dit en Côte d'Ivoire, nous produisons plus de 1 million 200 000 tonnes de fèves sèches en Côte d'Ivoire l'année. Lorsqu'on veut remonter à la matière fraîche, vous allez voir que ce sont des milliers, des millions de litres de jus de cacao. Donc si on dit au planteur, en plus de payer la fève, on va payer l'eau de cacao. Même ne serait-ce que le payer à 25 francs le litre, vous allez voir que le planteur va venir avec des bonbons de litre de cacao. Moi j'ai travaillé sur le cacao. L'eau de cacao a un taux de sucre près de 17% de sucre. Il va parfois à 20% de sucre. Et lorsqu'il est fermenté avec mes conditions rudimentaires, il me suis retrouvé à plus de 8% d'alcool. Lorsque j'ai fait le vin d'alcool, je me suis retrouvé à plus de 8% d'alcool. C'est-à-dire que si les conditions étaient réunis, je peux aller jusqu'à 14 à 20% d'alcool. Et vous allez voir que l'alcool coûte cher. L'alcool, en pharmacie, on vend de l'alcool. Oui. Les gels hydroalcooliques. Voilà. Donc lorsqu'on parle d'alcool, ce n'est pas forcément l'alcool boire se saouler. Ben oui, mais on peut utiliser cet alcool-là, l'alcool de cacao, là, à des fins médicinales. À des fins thérapeutiques. Voilà, thérapeutique. Donc vous voyez par exemple que au lieu de verser l'eau de cacao comme nos parents ont toujours fait, on peut se charger de la chaîne de cacao, on peut vous dire, on veut acheter l'eau de cacao, venez, on va le congeler. On peut offrir des congélateurs dans les grandes zones de production de cacao que nous allons entasser et à faire les grandes zones de distillation de production d'alcool et qu'on peut vendre. Là encore, ça va apporter plus quelque chose aux planteurs qui versent l'eau de cacao. Au lieu de le verser, il faut le recueillir. Donc depuis là, on ne savait pas ça? En tout cas, vraiment, c'est mal utilisé. C'est un sous-produit très très mal utilisé. Puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, voici une occasion de gagner de l'argent et surtout soutenir nos parents qui souffrent des affres de cette valse des prix et tout ça, des problèmes inhérents au secteur. Ce serait bien, pourquoi pas? Alors, c'est une très bonne idée. Et lorsqu'on fait, il coûte encore plus cher même que la fève de cacao. Je vous l'ai dit, j'ai fait l'estimation, il coûte encore plus cher. À vous entendre parler, on dirait que vraiment, ça a été, votre vigueur, tout ça a été l'objet de ma thèse, ça a été l'objet de ma thèse et vraiment, c'est ça que j'ai fait ma thèse de doctorat. Et encore, si on veut quantifier, combien ça peut rapporter comme ça à la filière? Parce que je vous assure que les gens aiment les chiffres. Je vous assure que je n'ai pas toutes les valeurs, mais ça tend vers la valeur de la fève de cacao. C'est des millions, des milliards. Des milliards, je parle des milliards. Eh oui. Je parle des milliards. Faut qu'on sache que c'est parti de Matin Bonheur. Effectivement. Comme ça, demain, si c'est actif, bon, toutes les personnes de Matin Bonheur aussi peuvent en profiter. Parce qu'on est là, comme ça, on donne des idées. On verse le produit en bourse, on le verse, on fermente, on verse, effectivement. Donc, il faut qu'on en profite. Alors que d'autres personnes auraient pu prendre, recueillir et puis le fermenter pour le vendre. C'était l'intitulé de sa thèse. Et ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. C'est-à-dire, et vous avez donné ça, vous avez donné les dossiers, mais on n'en a même pas, personne ne s'en est occupé. Et pourtant, c'est un moyen d'avoir de l'argent. Et il y a beaucoup de projets comme ça qui sont dans les tiroirs, mais qui peuvent faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse avoir énormément de ressources. Gageons qu'on puisse nous écouter et faire en sorte que vraiment ces choses-là puissent avoir des débuts d'effectivité. C'est ça, Matin Bonheur. Ça sert à ça. Être à votre service pour que la Côte d'Ivoire avance. Bonne journée.